Bienvenue dans notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Dans ce podcast, on rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère de l'Intérieur, des personnes qui ont bénéficié de notre action de protection à un moment donné. Et dans ce podcast, on raconte leurs bribes de vie, leur histoire personnelle, professionnelle, et on échange sur des moments forts, sur des thématiques qui nous touchent ici au ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, nous recevons le préfet Christian Gravel et monsieur Nicolas Jacquette. Alors monsieur le préfet Gravel, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous présenter un petit peu rapidement, c'est vrai. Vous avez commencé votre carrière dans l'Essonne auprès du député-maire d'Évry. Et puis après, vous avez travaillé de manière approfondie sur les questions de communication. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui vous connais, je peux dire de vous que vous êtes humain, attentif aux autres, à l'écoute. Et d'ailleurs, les différents postes que vous avez eus dans votre carrière le démontrent. Vous avez été notamment secrétaire général à l'aide aux victimes. Vous avez aussi travaillé avec des associations d'usagers, des organismes consultatifs. Et puis, une mission particulière aussi au sein de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Et puis, depuis 2020, vous êtes secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et dans ce cadre, vous luttez contre les dérives sectaires. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast. Et nous avons avec nous monsieur Nicolas Jacquette. Merci aussi d'être présent pour ce podcast. Alors, je vous connais seulement, j'allais dire, par un livre que vous avez publié en 2007, un livre témoignage qui explique comment vous avez réussi à être rescapé des témoins de Jéhovah, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter cette présentation hyper rapide que j'ai réalisée et nous faire part finalement de votre témoignage, de votre histoire ? Mon histoire, elle est effectivement liée à ce mouvement qui est connu sous le nom de témoins de Jéhovah. La particularité de ma vie avec ce mouvement, c'est que je suis né au sein d'une famille prototypique des témoins de Jéhovah, et que j'en suis sorti à l'âge seulement de 22 ans, avec toute la fracture que ça peut représenter lorsqu'on quitte un mouvement qui formate la façon de penser et la façon de vivre, dans des modèles qui sont complètement différents de ceux qu'on peut connaître dans ce qu'on pourrait appeler le monde normal. Et c'est toute cette transition entre cette enfance volée au profit d'un mouvement pour ses seuls intérêts et cette reconstruction dans cette vie qui est partagée par tous nos concitoyens qui fait vraiment la particularité de mon histoire. Et cette transition, et je suis très heureux qu'on puisse discuter ensemble avec monsieur Gravel, elle s'est faite avec la Miviludes pendant quelques quinzaines d'années qui me séparent de cette sortie du mouvement des témoins de Jéhovah, et l'accompagnement qu'elle a mené en lien avec les associations de terrain. Et c'est pour moi très important et aussi très émouvant de pouvoir rendre hommage au travail de la Miviludes aujourd'hui par cet échange. Dans votre témoignage, est-ce qu'il y a un moment clé, un moment fort où tout a basculé, où la sortie est devenue possible ? La sortie s'est faite sur une fêlure, et c'est en général ça qui fait que l'on quitte un mouvement qui manifeste des dérives sectaires ou qui maintient ses adeptes en état de suggestion. La question qui m'a été posée par des gens que j'avais rencontrés, c'était est-ce que j'étais heureux ? Et j'ai répondu instinctivement oui, nous sommes heureux. Et je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment-là, jusqu'à mes 22 ans, que j'étais incapable de dissociation entre moi et le groupe. Et ils m'ont repris, mais c'est toi, est-ce que tu es heureux ? Et d'être confronté à cette question pour la première fois de ma vie sur moi, qu'est-ce que je ressentais, et est-ce que je me sentais finalement heureux, serein dans le mode de vie qui m'était imposé. La réponse était évidente et catastrophique. J'étais absolument pas heureux, j'étais dépressif, suicidaire. Ma vie était un enfer quotidien à cause des croyances dans lesquelles j'étais éduqué et de la façon dont elles m'imposaient un mode de vie complètement déstructuré. Et c'est à ce moment-là que des souvenirs reviennent, que l'on regarde en arrière et qu'on prend conscience du phénomène d'emprise. Comment ça se passe et combien de temps il faut finalement pour cette réflexion, ce travail-là ? La réflexion, elle a été assez rapide. En 3 mois, en fait, le recul s'est fait en lisant, en faisant des recherches, mais surtout en lisant 2 livres, et dont un en particulier m'ont profondément influencé. C'est le livre Jésus après Jésus des 2 journalistes Prieur et Mordilla, qui avaient fait d'ailleurs une série de reportages sur Arte sur les origines du christianisme, qui m'ont permis de comprendre à quel point en fait les croyances dans lesquelles j'avais été élevé n'étaient basées sur que peu d'éléments, voire aucun. J'avais été aussi, quand j'étais dans le mouvement Témoins de Jéhovah, considéré d'autres mouvements comme des mouvements sectaires, comme les scientologues. Et le fait de m'intéresser à ces mouvements autour et de voir quelles étaient leurs dynamiques qui les rendaient sectaires
m'a fait vite prendre conscience que leur méthode était exactement similaire à celle des témoins de Jéhovah. Seul le folklore cultuel changeait, mais la pratique était exactement la même, et la façon de maintenir les individus en état d'asservissement était exactement les mêmes. Les pressions morales, la culpabilité, l'emprise via les liens familiaux qui étaient circonscrits au mouvement et la peur de les perdre si on quitte le mouvement. Toutes ces architectures, en fait, sont extrêmement similaires d'un mouvement à l'autre, et le fait de le réaliser et de me dire si les scientologues sont un mouvement sectaire reconnu par les témoins de Jéhovah comme tel, et que les témoins de Jéhovah pratiquent de même, la conclusion à laquelle je suis forcé d'être amené, c'est que j'ai grandi dans un mouvement qui manifeste des dérives sectaires lui aussi. Ce moment-là a été extrêmement douloureux, c'est-à-dire que tout ce qui m'a été inculqué par mes parents, et qui en soi suivait les dispositions du mouvement, de la façon de m'éduquer et des informations à me délivrer en tant qu'enfant sur ce qu'était leur réalité du monde, tout s'est écroulé instantanément. Et je me suis retrouvé dans un environnement vide de toute structure. Ce moment-là a été extrêmement déchirant, déstabilisant. J'en étais malade, je vomissais tous les jours. J'étais physiquement très atteint par ce moment de transition. Parce que c'est pas seulement la disparition de base, d'éléments factuels dans sa vie sur lesquels construire sa réalité. C'était aussi la perte d'un lien de confiance avec mes parents, qui d'un coup avaient été les vecteurs de mensonges continus dont eux-mêmes étaient les victimes. À aucun moment je leur en ai voulu de m'avoir emmené dedans. Ils m'ont emmené dans une catastrophe humaine, mais par amour, trompés eux-mêmes. Et ils n'ont été que les relais d'une tromperie qu'ils ont été les premiers à subir. Mais au moment où il a fallu que je prenne la décision de m'éloigner d'eux pour pouvoir me construire sereinement sans subir la pression qu'eux-mêmes ils étaient obligés de me faire subir, voyant que je quittais le mouvement, ça a été un moment aussi extrêmement déchirant entre tous. De les voir me dire et le formuler aussi violemment que on va te considérer comme mort, ce sera plus simple. Lorsque vous avez votre père et votre mère qui vous disent ces mots-là, qui sont d'une violence extrême, même si j'y avais été préparé, si je savais qu'ils allaient utiliser ces mots-là, parce que j'étais très entouré et c'était ma chance à ce moment-là, il n'empêche que ces mots sont d'une violence extrême lorsque ce sont les gens de votre famille qui les prononcent. Et ce ne sont pas leurs mots. C'est les témoins de Jéhovah qui la leur avaient mis dans la bouche. Justement, vous nous disiez que vous n'aviez pas été seul dans ces moments-là. Quel était votre entourage relationnel ? Est-ce que vous avez eu un accompagnement aussi de la part de l'État, de la Miviludes ou d'autres associations ? L'accompagnement, il s'est fait sur plusieurs étapes. Je dirais que ma sortie définitive n'a été que le fruit de processus de tentative d'aide. Lorsque j'étais au lycée, des camarades ont essayé de m'aider, mais il manquait de moyens. Il manquait d'informations aussi. C'est sans doute là que les institutions d'État et les associations sont les plus importantes, c'est que les nécessités d'informer est absolument indispensable pour que des proches puissent savoir quels sont les bons réflexes à avoir et surtout les mauvais à prohiber. Et puis des années plus tard, j'ai rencontré des gens de culture à Paris qui sont devenus des amis à qui j'avais pas dit que j'étais témoin de Jéhovah. Et un jour, j'ai fini par le leur dire. Et ils ont fait comme si de rien n'était en me disant « écoute, tu crois ce que tu veux, peu importe ». Ça nous intéresse pas beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toi. En fait, le lendemain, ils sont tout de suite allés à la Fnac pour essayer de trouver des livres sur le sujet. L'un des livres sur lesquels ils sont tombés le premier, c'était Témoins de Jéhovah, les victimes parlent de Charline Delporte, qu'elle avait coécrit avec l'Université de Lille, l'Université de journalisme. Les constats dedans étaient sans appel sur la dangerosité de ce mouvement, et mes amis ont décidé de contacter cette association qui s'appelait l'ADFI, qui était dirigée par Charline Delporte. Ils sont tombés au téléphone sur une femme qui avait été témoin de Jéhovah et qui avait été forcée par les dirigeants de sa congrégation, là où elle était, à mettre à la rue son fils de 18 ans qui voulait plus être témoin de Jéhovah parce qu'elle avait 2 autres filles et que les dirigeants de la congrégation lui avaient dit il a fait ses choix maintenant, il a 18 ans, il est majeur, mais il représente un danger spirituel pour tes filles, tu peux pas le garder à la maison. Et ce garçon a erré dans les rues jusqu'à trouver une petite amie qui l'a hébergée chez ses parents et elle a mis 10 ans à retrouver des relations normales avec ce garçon qu'elle avait exclu de sa maison sur les recommandations du mouvement des témoins de Jéhovah. Après quelques années, évidemment, elle a fini par ouvrir les yeux puisqu'elle se trouvait dans cette association. Et quand mes amis lui ont téléphoné, elle s'est dit, elle a fait sans doute une espèce de transfert que Nicolas elle allait le sauver. Et ils ont lancé l'opération Nicolas. Cette opération avait comme point culminant de me faire sortir et de me faire rencontrer Charline Delporte, qui était considérée à l'époque comme l'ennemi public numéro 1 des témoins de Jéhovah en France, parce qu'elle était extrêmement active sur la prévention contre les dérives sectaires et la dénonciation des malversations et des sévices aussi qui sont pratiqués au sein de ces mouvements, pas que les témoins de Jéhovah. Et à ce titre, me faire rencontrer finalement le dragon lui-même était pour mes amis une façon de prouver que j'étais arrivé au bout du processus de sortie. Ce qui s'est fait. Et les hasards de la rencontre et de la vie ont fait que le jour de la rencontre avec Charline Delporte, elle a organisé une table ronde avec des victimes de plein de mouvements sectaires,
dont j'avais jamais entendu parler. Les Rose-Croix, Zenten, la Fraternité Blanche, des mots qui signifient rien, mais qui, au moment où les gens commencent à faire le récit de leurs expériences, faisaient cruellement écho à ce que j'avais vécu. Alors certes, les rites étaient différents, mais tous avaient une espèce de tronc commun, pseudo-chrétien, pseudo-cultuel, pseudo-divin, mais les mécaniques de manipulation et les dégâts qui étaient faits sur les adeptes qui témoignaient étaient terrifiants. Et je me rendais compte quelque part que d'avoir vécu dans cette famille prototypique témoin de Jéhovah, j'avais finalement de la chance, parce que d'autres mouvements manifestaient des dérives bien pires, en tout cas en plus grande quantité. Les témoins de Jéhovah ont un bon score à leur actif aussi. Mais finalement, dans mon malheur, j'étais pas dans la pire des situations, j'étais pas le plus abîmé non plus, ce qui me permettait et ce qui me permet aujourd'hui de témoigner et de parler. Et à cette table ronde était présent un fonctionnaire du gouvernement qui travaillait à la préparation de la commission d'enquête secte et mineurs qui devait se réunir un an plus tard à l'Assemblée nationale, présidée par Georges Fenech. On a commencé des échanges épistolaires où il me demandait des détails de plus en plus précis sur mon expérience de vie chez les témoins de Jéhovah et particulièrement mon enfance, puisque un adulte peut croire ce qu'il veut, mais quand un enfant est emmené dans un mouvement et qu'il subit des conséquences graves sur son éducation, sa vie de famille, son inclusion sociale et la façon dont il peut même envisager son avenir et ses relations, là on peut poser question quand même. La condition des enfants me semble être un point sur lequel il faut questionner tous les groupements et cultuels entre autres. Et donc j'ai participé et été entendu à cette commission d'enquête parlementaire comme témoin. Ma première rencontre avec la Miviludes date de cette époque-là, puisque le président de la Miviludes de l'époque a été aussi entendu comme témoin, et les témoins de Jéhovah ont porté plainte contre lui, contre moi et contre le président du Centre contre la manipulation mentale pour diffamation. À l'époque, les témoins n'étaient pas protégés dans les commissions d'enquête parlementaire. Et donc on s'est retrouvés, j'étais très fier d'ailleurs d'être sur les bancs de la 17e chambre qui avait eu l'occasion de voir les procès de Charlie Hebdo pour la liberté d'expression, et j'étais très fier de pouvoir défendre aussi la liberté d'exister face à ces mouvements qui essaient d'intimider leurs anciens adeptes parce qu'ils disposent de plus de moyens, d'argent et d'influence. Ils ont été déboutés. Et des années plus tard, 2 ans, lorsque j'ai édité mon livre auquel vous faisiez référence, la Miviludes a mis un extrait de ce livre sur leur site internet dans la bibliographie. Et la réaction immédiate des témoins de Jéhovah a été de porter plainte en urgence devant le juge des référés du Conseil d'État pour promotion faite par l'État d'un ouvrage à caractère diffamatoire. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le juge du Conseil d'État a demandé à m'entendre et m'a demandé de produire un mémoire en défense. Et ça a bouleversé complètement la façon dont ils avaient envisagé d'attaquer la Miviludes. Ils avaient essayé d'en faire un galop d'essai pour faire disparaître une institution d'État qui les dérange depuis très longtemps et qu'ils essayent de maîtriser ou de faire disparaître. Et aussi une tentative de faire disparaître mon livre témoignage qui les embêtait. Même si mon livre n'était édité qu'à 10 000 exemplaires, alors que les témoins de Jéhovah, rappelons-le, éditent leur revue phare Réveillez-vous et tour de garde à 30 millions d'exemplaires chaque mois en 120 langues. On est dans des proportions qui sont quand même tout à fait différentes. Et les témoins de Jéhovah ont perdu à nouveau ce procès et ont dû reconnaître la véracité et l'honnêteté de mon témoignage, ce qui a mis fin aux procédures judiciaires en ce qui me concernait, qui a permis à mon livre d'être utilisé maintenant dans le cadre de procédures judiciaires, notamment dans le cadre d'affaires familiales et de divorce, particulièrement lorsqu'il faut décider de la garde d'enfants et d'estimer s'il est dangereux de laisser un enfant dans une famille de témoins de Jéhovah plutôt que dans une famille qui ne l'est pas. Je ne sais pas, monsieur le préfet Gravel, quand vous entendez ce témoignage, ce que vous en pensez, est-ce que c'est pas un peu le pot de fer contre le pot de terre finalement ? Déjà merci Camille Chaise pour cette invitation, c'est un plaisir de participer à ce podcast. Et puis c'est surtout un devoir, étant donné la réalité aujourd'hui du phénomène sectaire. Le témoignage de monsieur Jacquette, il est évidemment bouleversant, empreint de sincérité, extrêmement instructeur, surtout sur la manière dont ce type d'organisation procède. Ce que rappelait monsieur Jacquette était intéressant plus d'un titre, mais je voudrais juste faire un petit focus sur ce qu'il disait sur la manière dont le processus s'effectue, avec derrière, finalement, quel que soit le récit, c'est ce que vous aviez découvert en évoquant votre analyse comparative entre la scientologie et les témoins de Jéhovah auxquels vous apparteniez, sur le fait que quel que soit le récit, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la vision du monde proposée par telle ou telle organisation, qu'il s'agisse d'un groupuscule ou qu'il s'agisse d'une multinationale s'inscrivant dans ces problématiques sectaires, on a à chaque fois le même processus de séduction à travers un discours qui rassure, qui suscite de l'espoir, et notamment auprès des personnes souffrant de vulnérabilité, de fragilité. Et la crise sanitaire, on y reviendra sans doute tout à l'heure, contribue largement à l'amplification de ce type de phénomène, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. L'idée qui est intéressante, c'est de voir que, quel que soit encore une fois ce récit, qui est propre à telle ou telle organisation, il y a différentes phases qu'on a pu repérer et qui sont les mêmes à chaque fois. Séduction, encore une fois, on attire l'attention d'une victime potentielle.
à travers un discours rassurant, valorisant, systématiquement reposant sur la notion de vérité, sur la notion aussi de justice, donc avec des valeurs, avec des perceptions extrêmement fortes qui, dans le cadre de biais cognitifs, vous invitent à suivre, encore une fois, a fortiori lorsque vous êtes dans une période de votre vie qui peut être, comme ça peut arriver absolument à tout le monde, difficile. Et derrière, l'idée de déconstruction de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ensuite de reconstruction à travers l'assimilation du récit en devenant vous-même un ambassadeur de ces idées-là, de cette doctrine-là. C'est ce que font encore les témoins de Jéhovah à travers un prosélytisme assumé, affiché, qui est au cœur de l'action du mouvement pour contribuer à sa croissance. Et puis avec derrière, bien évidemment, la dernière étape qui est celle d'une forme de destruction de ce que vous êtes définitivement. Où en fait, comme quand on peut appuyer sur reset, on vous a formaté, on vous a reformaté. Et c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont grandi dans un environnement familial en l'occurrence. Et ce qui est important, ce qui est touchant dans votre témoignage, c'est évidemment de faire la part des choses entre la responsabilité qui ne peut être que relative de vos parents qui eux-mêmes sont tombés dans ce processus d'emprise mentale et ont été convaincus que ce qu'ils vous transmettaient était ce qu'il y avait de meilleur à transmettre à ce qu'il y avait de plus cher à leurs yeux, à savoir leur enfant. Donc on voit bien la perversité du système. Et je tiens à préciser, parce que c'est tout l'intérêt de pouvoir bénéficier de cette audience grâce à votre podcast, en s'adressant à nos concitoyens, c'est que ce phénomène de dérive sectaire concerne absolument tous les territoires, toutes les classes d'âge et toutes les classes sociales. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous disposez d'un capital social culturel phénoménal que vous n'allez pas être victime ou que vous ne pouvez pas être victime à un moment dans votre vie de ce type de démarche avec des entrepreneurs sectaires, des escrocs, des manipulateurs, des voyous, des délinquants, on peut les appeler comme on veut, des criminels parfois. Il y a des histoires horribles, évidemment, d'abus sexuels dans bien des domaines liés à ces mouvances-là. Je parle d'une manière générale. On voit bien que là, dans ces cas-là, dans ce processus-là, on se retrouve dans des situations où, encore une fois, on est confronté à des processus qui apparaissent comme étant en apparence bienveillants, bien souvent, apparaissent comme étant des solutions simples, pour pas dire simplistes, à des peurs, à des inquiétudes, à des phases de votre vie où vous vous retrouvez en difficulté. Et donc l'idée, d'une certaine manière, de recette miracle. Je dis d'une certaine manière parce que parfois, le discours est pas aussi élaboré que dans certains mouvements, où je pense notamment à tout ce qui relève du domaine de la santé, si on élargit le cercle sur ce champ-là. Le domaine de la santé, aujourd'hui, au sens large, c'est aujourd'hui la première porte d'entrée pour les dérives sectaires. Alors justement, depuis la crise sanitaire Covid, est-ce que vous avez vu une augmentation dans ce domaine de la santé, du bien-être en général ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de groupes sectaires et de personnes qui sont ainsi manipulées et dupées ? Cette augmentation, elle est considérable. Elle est liée d'abord, avant la crise sanitaire, à la révolution numérique, au fait qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ou à cause des réseaux sociaux, on peut se retrouver confronté à des contenus qu'il était inconcevable d'envisager précédemment, où toutes les barrières géographiques sautent par définition. Et donc la possibilité, dans le magma des contenus diffusés sur la toile, avec parfois ce qu'il y a de meilleur, et malheureusement trop souvent dans ce qu'il y a de pire, un certain nombre de contenus, alors à caractère conspirationniste bien souvent, c'est devenu un axe majeur du web aujourd'hui, mais derrière, en s'engouffrant aussi dans un phénomène d'hybridation, des organisations sectaires qui se servent de théories complotistes pour appuyer leur légitimité et contribuer à ce phénomène de repli sur soi, d'enfermement, en veillant à décrédibiliser tout ce qui relève je mets des guillemets, du système, des institutions au sens large. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments clés qui, je crois, apparaît dans ce que vous aviez, vous, intégré, Monsieur Jacquet, dans le cadre de votre éducation, en faisant comprendre, et ça pour le coup c'est inscrit au cœur du récit des témoins de Jéhovah, sur le fait que finalement le reste de la société est finalement diabolisé, et qu'on incarne le mal. D'où la nécessité de se protéger, de s'enfermer, et de faire corps, pour justement se préserver. Et accessoirement, dans le cadre d'une vision millénariste, apocalyptique, essayer de sauver son âme. Donc on voit bien la force de ce type de récit. Mais au-delà, sans rentrer dans un récit, dans une organisation de type religieuse, on a aujourd'hui, pour répondre à votre question directe, vraiment une prolifération d'individus
tous malhonnêtes, qui se servent d'un certain nombre de techniques, de méthodes. Je pense par exemple à des méthodes très en vogue comme le yoga, la méditation. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois à l'occasion de discussions aussi parlementaires sur le sujet. Il s'agit de méthodes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont démontré justement le bien fondé, le caractère même thérapeutique, bénéfique de ce type de techniques, mais qui évidemment servent, dans le cadre d'une instrumentalisation, à des individus malfamés, justement de porte d'entrée vers un public qui est très très large, et donc en élargissant la possibilité de toucher un certain nombre d'individus et de faire en sorte qu'ils deviennent des proies. Avec derrière, et c'est au cœur de ce qu'on appelle la dérive sectaire, c'est vraiment l'idée d'une emprise mentale à travers une altération de la liberté de pensée, de conscience, une altération du libre arbitre qui se traduit par des préjudices d'ordre financier. C'est le moins grave, j'ai envie de dire, même si parfois ces situations sont très lourdes et ont pu causer des drames, mais d'ordre physique, il peut y avoir parfois des abus sexuels, voire des viols, et psychologiques, avec cette idée d'emprise, de prise de pouvoir d'un individu ou d'un groupe sur l'esprit d'un individu et d'un groupe. Et ça, c'est décliné presque à l'infini aujourd'hui, à travers le déploiement de ce type d'organisation. Il peut s'agir simplement d'une personne avec un petit groupe de fidèles à ses côtés. Et tout ça peut passer un peu sous les radars, étant donné aujourd'hui aussi l'intelligence de certains qui font attention et qui savent qu'ils sont potentiellement écoutés ou observés et qui adaptent leur discours en fonction du public. Mais un certain nombre de travaux journalistiques, évidemment de travaux de la part des renseignements au sein du ministère de l'Intérieur, nous permettent aussi de déceler un certain nombre de problèmes de ce type-là. Comment, quand on est soi-même victime, on a écouté Nicolas Jacquet en parler, on peut s'en sortir et quoi faire si on connaît une personne qui est dans ces groupes sectaires que l'on a envie d'aider? Quels sont les moyens, les leviers aussi d'action? Qu'est-ce que propose le ministère de l'Intérieur pour accompagner ceux qui ont besoin de soutien dans ce long travail finalement de sortie de groupes sectaires? Monsieur Jacquet en a parfaitement parlé. Et il y a d'abord la chance, dans ce cas précis, de pouvoir bénéficier d'un entourage qui vous écoute, qui ne vous juge pas a priori, et qui donc permet d'établir un dialogue, quels que soient les préjugés de celui qui est victime d'un discours d'enfermement. Et c'est ce qui, je crois, a contribué en tout cas, au-delà de ses propres réflexions, au-delà de votre intelligence, mais je parle sous votre contrôle, d'un moment d'avoir une prise de conscience, d'avoir un déclic. Donc ça, c'est la dimension humaine, collective, qui fait qu'il est important, lorsqu'on s'aperçoit que quelqu'un dans son entourage est inscrit dans un mouvement comme celui-ci, je précise au passage que ça concerne des centaines de milliers d'individus en France. Des centaines de milliers d'individus. Ça veut dire que clairement, il n'est pas possible que dans votre entourage, il n'y ait pas une personne qui, directement ou indirectement, n'ait pas été confrontée de près ou de loin un moment à ces phénomènes-là. Donc il faut avoir conscience de cela. C'est une réalité sociale, et malheureusement, on constate son augmentation. Donc l'idée de l'écoute, du dialogue qui doit absolument être préservé, justement pour ne pas tomber dans le piège de l'isolement total, que recherchent ceux qui tirent les ficelles. Et du côté des institutions, en tout cas c'est ce qu'on fait nous à la Miviludes. Vous parliez d'humanité dans vos propos introductifs, et d'ailleurs j'en profite pour casser une idée préconçue qui concerne le ministère de l'Intérieur, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. S'il y a bien un ministère qui est porté, incarné par des agents qui ont chevillé au corps des valeurs, et à commencer celle d'humanisme, c'est le ministère de l'Intérieur. Et là, la Miviludes, évidemment, on s'inscrit dans cette tradition-là, puisqu'aujourd'hui, la Miviludes est rattachée au ministère de l'Intérieur, au sein du secrétariat général du CIPDR, que j'ai l'honneur de diriger. Et l'équipe de conseillers experts dans leur domaine sont à la disposition du public. L'idée, c'est de pouvoir, après avoir été saisis, reprendre la tâche des victimes potentielles et de pouvoir établir un lien et de pouvoir commencer à essayer de tirer le fil, d'écouter, d'accompagner, de conseiller, d'orienter vers des associations de soutien. Monsieur Jacquet parlait l'UNATFI tout à l'heure. Un certain nombre d'associations comme ça ont une expérience, savent utiliser les mots et sont aussi appuyées par des psychologues. Ça, l'accompagnement psychologique est fondamental. Et puis ça peut être un soutien d'ordre juridique, évidemment, en termes de conseils sur les différentes institutions qui peuvent être aussi concernées de près ou de loin par ces phénomènes-là. Et puis après, il y a tout ce qui relève du processus judiciaire, ou avec le soutien des services, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, évidemment la connexion établie avec le ministère de la Justice. Un certain nombre de cas sont signalés, des procédures sont engagées, puis avec des condamnations, heureusement, chaque année qui permettent de démontrer que la justice fait son travail en fonction de ces dangers-là. Voilà rapidement l'accompagnement qui peut être fait par la Miviludes en l'occurrence. Et nous, notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir
être à l'écoute de tous nos concitoyens qui peuvent être concernés directement ou indirectement par ces problèmes-là. Je termine juste par une chose. Contrairement à d'autres formes de victimes, on parle beaucoup malheureusement des violences conjugales, etc. Les victimes des dérives sectaires, par définition, sont inconscientes qu'elles sont victimes. Je vous rappelle que, on se l'est dit, ça apparaissait dans le témoignage de M. Jacquette, elles sont convaincues de détenir une parcelle de vérité. Donc, s'il y a bien une personne qui se dit « moi, je suis pas une victime, par contre, toi, ma pauvre, tu te trompes complètement, je t'écoute parler et je vais peut-être même essayer de t'aider », c'est bien précisément les victimes de dérives sectaires qui sont, elles, totalement, encore une fois, instrumentalisées par certains individus malfamés. Mais au-delà de ça, lorsque ces victimes prennent conscience, il y a un phénomène humain et naturel qui apparaît, c'est très souvent celui de la honte. Et il faut avoir du courage pour venir frapper à la porte ou envoyer un mail à l'ami Vilude pour dire voilà, écoutez, je crois que j'ai été victime d'eux. Avec toujours l'idée de la dévalorisation en se disant je me suis fait avoir. Et donc finalement, c'est peut-être une preuve de bêtise, je mets des guillemets. Et il faut donc surtout pas tomber dans ce piège. J'insiste sur le fait que donc ce sont plutôt les membres de l'entourage, famille, amis, qui peuvent déceler ce type de phénomène et venir nous saisir. Et à partir de là, on établit le contact. Et surtout, nous solliciter sans aucune honte, sans aucun complexe, sachant que, je le rappelle avec force, cela peut concerner absolument tout le monde. Si vous saviez les profils de personnes dont on connaît le statut, les responsabilités, qui ont pu se retrouver dans ce type de piège, d'enfermement, voilà, les choses seraient très claires. On comprend que ça peut absolument concerner tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il faut parler, oser en parler. Toujours. Qu'on soit soi-même victime, qu'on connaisse quelqu'un de victime, pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Alors, j'aimerais rebondir sur cette question du fait de solliciter l'ami Vilude. Il y a deux publics qui doivent se sentir concernés par l'ami Vilude. Ce sont non seulement les victimes de dérives sectaires qui ont quitté le mouvement ou qui sont proches de le faire, et leurs familles, leurs proches, qui sont souvent des victimes collatérales, qui souffrent beaucoup de cette situation-là et qui sont sans moyens et sans information au moment où ils découvrent la chose. Il faut bien se rendre compte que la plupart des victimes de dérives sectaires, les groupes qui les captent, leur imposent, pour des raisons de sécurité qu'ils justifient comme ils le souhaitent, une forme de silence et de discrétion par rapport à leurs proches, le temps que la prise sectaire se soit faite. Et qu'au moment où l'adepte est suffisamment en force et suffisamment endoctriné pour pouvoir résister à des objections et à des remises en question, là, à ce moment-là, le mouvement lui impose d'en faire la publicité. Et souvent, on a des gens proches, de la famille, des amis, qui ont quelqu'un dont ils ont vu qu'une forme de distance s'est créée depuis quelque temps, qui leur dit « bah voilà, maintenant je suis de tel groupe, c'est ma foi, et en fait elle va m'imposer un certain nombre de comportements qui vont radicalement changer avec la personne que j'étais avant, et si vous ne l'acceptez pas, je vais devoir vous quitter ». Je schématise, mais c'est le message de fond. Et donc, il faut aussi que toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, d'avoir un proche qui déclare une allégeance à un mouvement quel qu'il soit ou à une personne quelle qu'elle soit, se sentent libres aussi de solliciter l'ami Vilude. L'ami Vilude, elle représente non seulement un conseil, mais elle représente aussi un réseau extrêmement puissant, tant auprès des associations dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de services de l'État qui sont en lien avec l'ami Vilude, police, gendarmerie, qui disposent aussi de ressources, qui disposent d'informations et qui disposent de moyens d'aide. Et l'État est là pour aider les familles et est là pour aider les victimes. Il y a une autre raison que la honte potentielle qui fait que beaucoup de victimes ne poussent pas à la porte de l'État et de l'ami Vilude, et ça va amener sur une thématique qui me semble importante de traiter, qui est celle du séparatisme, c'est que dans beaucoup de ces mouvements, et je peux témoigner des témoins de Jéhovah en particulier, il y a une profonde défiance qui est inculquée et intériorisée chez les adeptes envers toute forme de direction humaine et de représentation de l'État. Les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas l'État français. Ils se disent dans une royauté. D'ailleurs, leur lieu de réunion s'appelle des salles du royaume des témoins de Jéhovah, c'est pas anodin. Ils se considèrent dans une théocratie. Ils considèrent qu'ils doivent, parce qu'ils y sont forcés, obéir aux lois des hommes et aux lois du gouvernement, mais que ces gouvernements ne sont en autorité que parce que Dieu les laisse pour l'instant agir, en attendant qu'ils reprennent la direction des affaires humaines dans un génocide généralisé, puisque selon les témoins de Jéhovah, seuls les témoins de Jéhovah y survivront. Ils sont 6 millions à l'heure actuelle sur la planète, sur 7 milliards d'êtres humains, ce qui veut dire qu'ils considèrent que leur espérance de vie éternelle doit être le produit du génocide de 99,99% de l'humanité. Ça vous donne, ça colore quand même l'état des croyances dans lesquelles ils sont. Et lorsqu'ils viennent faire du porte-à-porte,
lorsqu'ils viennent faire du prosélytisme maintenant par des moyens électroniques, par des lettres que vous recevez dans votre boîte aux lettres, ou par des vidéos maintenant, puisque l'Internet a été aussi très utilisé par eux pendant la pandémie, il y a un double objectif, c'est d'essayer de vous sauver la vie. Très sincèrement, beaucoup le font en se disant je veux, puisque ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah vont périr, je veux les rendre témoins de Jéhovah. Mais aussi les témoins de Jéhovah sont mis sous une pression monstre, et ce depuis l'enfance, que le fait d'être témoin de Jéhovah ne leur garantit pas, dans leur croyance, l'accès à cette vie éternelle et à faire partie de ce petit groupe de survivants. S'ils font une erreur, un seul écart par rapport à la kyrielle d'ordres et d'interdictions qui leur sont imposées, et elles sont faites en suffisamment grand nombre pour qu'il soit impossible, structurellement et humainement, de toutes les réaliser, ils peuvent perdre leur privilège de survie du jour au lendemain. Et donc cette pression colossale qui est imposée à tous les adeptes fait qu'ils sont frénétiques dans cette tentative de prosélytisme, puisqu'on leur dit, si vous aviez l'opportunité de faire un nouveau témoin de Jéhovah mais que vous avez laissé passer cette chance, vous êtes responsable de sa mort et vous mourrez avec lui. Et ça, cette pression, je l'avais dès l'enfance au moment où j'étais à l'école. Et c'est sous cette pression-là que j'étais un petit outil de prosélytisme en milieu scolaire. À 5 ans, et ça fait frémir lorsqu'on l'entend, mais je connaissais les détails de la loi sur la laïcité et les moyens de la contourner. Les témoins de Jéhovah m'avaient appris à le faire. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de parler de tes croyances à l'école, mais tu peux répondre à des questions. Et tout dans mon comportement, mon habillement, mon langage, le fait que je participais pas aux anniversaires, à Noël, aux fêtes, que je ne saluais pas le drapeau, que je ne chantais pas la Marseillaise, toutes ces choses-là faisaient que je suscitais les questions de mes camarades. Et je leur répondais, c'est parce que je suis témoin de Jéhovah, et si vos parents se posent des questions, mes parents peuvent leur rendre visite. Et j'étais utilisé comme un moyen d'entrisme par une autre porte. Si les portes restaient fermées dans le prosélytisme classique, on pouvait passer par les enfants. Et ce principe du séparatisme, qui s'est manifesté dans le mouvement dans lequel j'ai fait partie, il est généralisé à tous ces mouvements. Il y a une négation de l'autorité de l'État. Il y a une négation aussi de la justice. C'est-à-dire beaucoup de mouvements de victimes de dérives sectaires ne vont pas devant les tribunaux parce qu'ils sont pris déjà entre une perte de confiance de ces autorités-là. Et pour retrouver de la confiance, il faut des années. Moi, ça m'a pris 10 ans pour reconstruire une confiance envers l'autre, l'humain, le système, la justice, le gouvernement. Là, aujourd'hui, c'est un pied de nez à l'histoire, parce que de quelqu'un qui était anti-gouvernemental par éducation, je viens de signer ce mois-ci le design des installations artistiques de la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la présidence française. Je suis passé de anti-politique à participant des processus démocratiques dans mon pays et à l'Europe. C'est une fierté énorme, mais ce processus qui m'a amené de cet état à celui-ci a pris 10 ans de travail pour extirper les manipulations qui m'avaient été faites et les biais mentaux qui étaient intériorisés et qu'il m'a fallu extirper les uns après les autres. Et je trouve qu'il faut bien manifester ce danger de ce radicalisme religieux et de ce séparatisme qui est la représentation de tous ces mouvements, d'autant plus en ce moment, avec le Covid et avec la défiance généralisée qui semble se manifester chez beaucoup de gens contre les décisions sanitaires et dont certains essaient de les utiliser pour décrédibiliser la parole des spécialistes, des scientifiques, des membres du gouvernement, quels qu'ils soient. Il faut être encore plus vigilant et vérifier, faire preuve d'esprit critique. Mais il faut bien imaginer que ces gens qui ont été baignés, comme je l'ai été pendant toutes ces années, dans cette rhétorique anti-autorité humaine, ne vont pas spontanément aller frapper à la porte de la Miviludes et du ministère de l'Intérieur. Ils ont besoin d'être rassurés aussi. Et je crois que M. Gravel les a rassurés aujourd'hui en leur disant à quel point ils étaient bienvenus et que la porte était ouverte et qu'ils pouvaient frapper, solliciter, envoyer des mails. Beaucoup de moyens de contact sont mis à disposition. Faites-le. Faites-le. Alors faites-le comment, Monsieur Gravel ? On retrouvera toutes les coordonnées de la Miviludes sur le site du ministère de l'Intérieur. Et l'équipe de conseillers, d'experts qui, chacun dans leur domaine de compétences, agissent au quotidien, seront à l'écoute de toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui, je n'en doute pas, oseront maintenant franchir le pas pour pouvoir être accompagnés, sachant que là aussi, il est nécessaire de comprendre que seul, il est plus que difficile de pouvoir sortir de ce type de phénomène-là, étant donné ce qu'on a évoqué, ce qui a été expliqué en détail par M. Jacquette, en matière de processus d'emprise, en matière de processus de contrôle, de prise de contrôle absolue sur les esprits et malheureusement sur les cœurs, qui expliquent aussi ces phénomènes de rupture avec l'ordre social, comme ça vient d'être rappelé à l'instant. Étant donné que la plupart de ces mouvements, a fortiori à caractère religieux, mais
mais ça concerne également des mouvements qui peuvent être en lien avec le champ de la santé, on en a parlé. D'autres peuvent concerner, je vous le disais tout à l'heure, des phénomènes avec des groupes qui s'inscrivent à la fois dans une forme d'hybridation entre des phénomènes sectaires et des phénomènes complotistes. Je pense à des petites communautés qui ont essayé ou qui vont encore essayer de se constituer sur certains territoires pour vivre à l'isolement, pour vivre coupés des règles, des lois de la République, rejetant viscéralement ce qu'est la démocratie, ce que sont nos valeurs, considérant que tout ce qui peut être dit par les institutions et par l'État en particulier est un mensonge et que tout ce qui peut être fait par ces mêmes institutions ou par l'État est malveillant. Et donc cette idée d'enfermement, de repli, avec derrière la possibilité d'une mainmise totale et facile sur une proie ou sur une communauté de victimes de ce type de discours-là. Donc on est confronté à une nébuleuse de mouvements aujourd'hui. On est confronté à une myriade d'acteurs qui, dans tous les domaines de la vie sociale, peuvent s'immiscer, trouver les failles et essayer, précisément en écho aux failles de certains individus, à un moment donné de leur vie, se retrouver confrontés à ces phénomènes-là. Donc en tout cas, la Miviludes est à votre écoute, à votre disposition. C'est notre devoir, c'est notre mission. Ce message est fort, faites-le, faites vos signalements chaque fois que nécessaire sur le site internet de la Miviludes. Je redonne l'URL, le site internet, c'est www.miviludes.intérieur.gouv.fr. Je vais même l'épeler pour que ce soit plus clair. www.miviludes, c'est miviludes.intérieur.gouv.fr. C'est le moment de nous quitter. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Nicolas, monsieur le préfet, pour votre disponibilité aussi. On rappelle votre livre publié en 2007, un livre témoignage, Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah, aux éditions Ballant. Et on conseille à tous sa lecture. On espère, quant à nous, que cet épisode vous aura vraiment plu. Épisode de podcast de Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode et très rapidement pour un Twitter Space sur cette question des dérives sectaires pour pouvoir échanger ensemble, interagir. Peut-être Monsieur Gravel, vous serez de nouveau avec nous, peut-être Nicolas aussi. J'espère que j'en aurai le privilège. On le souhaite et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci à vous, merci Monsieur Jacquet, merci Christine.